Tuto, comment préparer une bonne littérature Molotov. Donc, munissez-vous d'un vieux bic ayant longuement traîné au fond de la poche de votre manteau, ou d'un ordinateur portable en fin de vie et recouvert d'autocollants libertaires. Je précise, dans mon cas, il y a aussi un de Picsou, car je suis fan de Don Rosa. J'aime beaucoup Picsou, bah oui, désolé. Attention, la littérature Molotov ne brûlant que les dominantes, vérifiez au préalable que vous n'en êtes pas un ou une. Et ah oui, c'est le premier moment dans mon essai où j'utilise le point médian. Avant, j'utilisais l'écriture inclusive alternée, généralement, parce que l'écriture inclusive est plus vaste que le point médian. Donc, généralement, ce que je fais, c'est écriture alternée, donc alterner elle et il. Et là, du coup, en conclusion, j'ai décidé d'utiliser le point médian pour montrer que ça fait partie des nouvelles formes de littérature, des formes de graphique qui peuvent être utilisées, et que c'est intéressant, quoi. Enfin, mais par contre, c'est compliqué à lire. À l'oral. Donc, la littérature Molotov ne brûlant que les dominantes, vérifiez au préalable que vous n'en êtes pas un ou une avant de tenter de la manipuler. Elle se prépare, dans mon cas, dans une petite chambre en coloc du Vieux-Nice, où le chat dort sur un clic-clac à moitié pété. Elle peut aussi se cuisiner dans les bars HLM, dans les vestiaires d'usine, au fond d'une salle de classe pas chauffée de banlieue, au comptoir d'un bar à potes, ou seule dans une forêt enneigée. Dans les rues à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, voire en manif, au milieu des gaz lacrymogènes, tandis que fusent les pavés et les insultes aux flics. Une fois bien en place, et de préférence en écoutant un bon album de punk, par exemple Robin the Hood de Sublime, voici comment concocter l'engin incendiaire. 1. Ne jamais se fier au langage. Avez-vous lu le Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein? Si c'est pas le cas, vous devriez, sans vous donner d'ordre bien évidemment. C'est en effet là que vous trouverez le principal ingrédient de la littérature Molotov, la défiance envers le langage, légitime et nécessaire pour ne pas se faire hypnotiser, comme Macron par ses propres paroles en s'imaginant qu'elles disent quelque chose du réel. Non, les propositions par lesquelles nous prétendons représenter la réalité ne correspondent jamais à la structure véritable de cette réalité. On ne peut parler que de très peu de choses et, nous dit Wittgenstein, au sujet de ce dont on ne peut parler, on doit se taire. Il ajoute, ce qui s'exprime dans le langage, nous pouvons l'exprimer par le langage. Et merci beaucoup à tous et à toutes d'être ici ce soir pour le lancement de ce livre, parce que la sortie, elle est pile poil aujourd'hui. Oui, merci. Pour cet abrégé de littérature Molotov dont on va parler ce soir avec Philémon Maczko-Dragan. Merci beaucoup de nous avoir proposé de faire ce lancement ici. Merci à vous, moi je suis très honoré d'être dans une librairie qui a quand même fait condamner Darmanin. Pour moi c'était très important au niveau du symbole. Voilà. Et merci aussi à Marie et Pierre, qui sont les éditrices de ce livre aux éditions Terre de Feu, qui ont fait le déplacement jusqu'à nous pour le lancement de ce livre. On n'avait pas le choix. Donc on est encore plus contents. Et on s'est dit que pour débuter cette soirée, on allait vous laisser d'abord la parole pour que vous nous présentiez cette maison d'édition qui a 3 mois. Ça a été une vraie découverte en fait de recevoir ce texte dont vous allez parler après. On savait que voilà, il avait plein de centres d'intérêt, Ce qui nous a fasciné, c'est la dimension à connecter des choses les unes aux autres, de manier cette érudition, mais avec un style, avec une forme d'humour, avec une capacité à retomber comme son chat sur ses pieds en permanence. On a démarré pour le 11 septembre chilien. En fait, on a eu envie d'éditer un bouquin sur l'histoire du MIR, et donc on a eu envie sur ce premier texte qui s'appelle Naissance d'une révolution. De parler du Chili et de parler de cette époque qui paraît très lointaine, les années 70, et de la manière dont les questions de la violence politique, les questions du rapport aux institutions se posaient. Et il nous a semblé que même si l'époque avait énormément changé, il y avait des questionnements qui restaient, qui demeuraient les nôtres. Et donc ça fait le lien aussi avec l'ouvrage de Maczko, parce qu'il y a beaucoup de questions d'Amérique latine, tu y as vécu, tu parles abondamment de Bolaño, voilà, donc tous ces imaginaires latino-américains, qui soient politiques, culturels, nous on cloisonne pas les choses, on a l'impression que tout ça, ça fait avancer les discussions, et puis les débats au sein des nôtres, quoi. Maczko, je vais te demander de présenter succinctement ce travail. Sachant que ce livre démarre, je suis en effet d'accord avec Pierre, il y a des moments très drôles. Il démarre avec ton ennui profond quand tu regardes les étals d'une librairie. Et donc on a beaucoup ri quand on a lu ce passage, parce que je suis pas entièrement en désaccord avec ça. Pour moi, le point de départ de ce travail, c'était du coup, un dégoût
initialement, enfin un dégoût qui était existentiel aussi parce que j'ai eu des problèmes, comme beaucoup de gens, j'ai eu des problèmes de vie, notamment des problèmes. J'ai eu des problèmes. Des problèmes. Je lisais 3-4 bouquins, 5 par semaine et puis à un moment j'ai eu un gros crunch existentiel psychiatrique qui a fait que du coup je me suis senti dépossédé et je me suis dit que la littérature n'avait pas pu m'aider face à ça. Après, si la littérature pouvait se mettre face à moi et me dirait écoute mec frérot, au moment où t'as commencé à me lire, je me suis jamais engagé à résoudre tes problèmes de vie, donc j'ai rien à voir face à ça. Donc effectivement, j'en parle rapidement en introduction, mais je m'étends pas là-dessus parce que bon, c'est pas sa faute quoi. Effectivement, la littérature me fait chier généralement. Et pourquoi ? Alors que je suis, pour le coup, je suis un grand fan de cinéma et le cinéma me fait beaucoup plus rarement chier. Je passe des moments incroyables devant des films qui me font rêver. Voilà, enfin, il y a pas longtemps, j'ai revu The Raid, qui est un film, un film de baston indonésien, mais bon, voilà, enfin, mais en tous les cas, enfin, je ne m'ennuie jamais devant le cinéma que j'aime, le cinéma de science-fiction, et en plus, qui est un cinéma, je trouve, qui a une proposition, notamment Mad Max Fury Road, qui est un des films préférés, même si des gens ici me diront que notamment une personne ici, ça irrigue, ça fait plaisir, quoi. Et c'est quelque chose que je retrouvais plus dans la littérature en tous les cas. Donc j'ai voulu me pencher sur des bouquins que j'avais lus, que j'ai, comme je précise dans l'introduction, que j'ai pas forcément relus depuis. C'est des livres que j'ai lus dans ma jeunesse et que j'ai pas forcément, parce que j'ai beaucoup déménagé, j'ai quitté la France et j'ai laissé une partie de ma bibliothèque derrière moi, donc c'est des bouquins que j'ai pas pu retrouver et que j'ai pas relus, que peut-être, enfin voilà. Mais en tous les cas, je me suis repenché sur cette littérature et je me suis rendu compte que, en fait, ce qui manque, c'est pas la littérature qui est fautive, c'est le regard qu'on porte sur elle et sur quelle littérature on se focalise. Voilà, par exemple, je vais souvent sur YouTube, je suis un gros consommateur de YouTube, et il y a souvent des analyses qui sont faites du cinéma, des jeux vidéo, de toute la pop culture d'un point de vue subversif. On étudie d'un point de vue marxiste ou anarchiste, etc., ce qui se passe dans le cinéma, dans le jeu vidéo, bref. En littérature, peu. Enfin, c'est étudié pour les grosses licences, notamment qui sont connues parce qu'elles sont adaptées au cinéma, genre Harry Potter, Game of Thrones, etc. Par contre, pour la littérature dite, enfin, j'aime pas le terme, mais dite exigeante, enfin, littérature qui, en tous les cas, qui a été constituée comme étant de la vraie littérature, ça n'existe pas. Et du coup, je me suis dit, c'est très con, parce qu'en fait, il y a plein de romans qui même sont étudiés, sont haïs malheureusement par des générations de lycéens qui vont être traumatisés, alors que ça va être mal leur étudié, ça va être mal enseigné. Enfin, mal enseigné. Il ne s'agit pas de cracher à la gueule des profs, hein, ils font j'ai été prof aussi, on fait ce qu'on peut. Mais ça va être pas étudié à mes yeux sous le bon angle. Et du coup, j'ai voulu retracer des romans, notamment Queneau, qui est considéré comme étant un auteur inoffensif, mais qui ne l'est pas du tout. Quand tu regardes ce que dit Queneau, en vrai, c'est très subversif. Enfin, je dis que c'est zadiste, et pour le coup, je pense que ça l'est. Ça critique les médias de masse, ça critique les comportements de foule, ça critique tout le système dominant capitaliste. C'est dézingué. Nous sentons que même si toutes les questions scientifiques possibles avaient reçu une réponse, nos problèmes de vie n'auraient pas encore été abordés. Le langage logique et scientifique, philosophique est ici visé. Et évidemment, le langage politique. Et celui des plateaux, des chaînes d'infos en continu. Et celui des managers. Et celui du marketing. Enfin, vous avez compris l'idée. Seul le langage quotidien représente en fin de compte pour lui une utilisation légitime du langage. Et c'est donc ce langage-là que la littérature Molotov cherche à s'approcher, dans les ronds-points des gilets jaunes. Celle des apéros entre copains, celle du petit déjeuner au matin, après un baiser sur la bouche qui pue de l'être aimé, les yeux encore ensommeillés. Ou encore celle de mon poète préféré, Alberto Cairo, le gardeur de troupeau de Pessoa, mon seul maître, pour lequel une fleur est une fleur et rien qu'une fleur, et pour lesquels les guerres, le négoce et les navires, qui ne laissent que des fumées dans l'air des hautes mers, pêchent contre cette vérité qu'a la fleur lorsqu'elle fleurit. 2. Ajouter une bonne dose de queer. Dans un entretien qu'elle m'a gentiment accordé, Corinne Morel-Darleux loue la construction de remparts costauds à la destruction des écosystèmes, lucide en termes de résistance au capitalisme et opérant en termes de préfiguration de comment nous pourrions vivre. Dans le cadre d'une bataille culturelle vive, queer dans l'âme, c'est-à-dire bizarre, déviante, inadaptée aux normes sociales que l'on veut défaire. Le queer, voici un autre ingrédient incontournable de la littérature Molotov, qui, comme le monstre de Frankenstein, bouleverse l'ordre moral en agrégeant des morceaux piochés ici et là, semant la panique au village. Il s'agit fondamentalement d'un exercice périlleux d'écriture déviante, car le queer, comme l'anarchisme, a trait à tout ce qui contrarie le normal, le légitime, le dominant. Ainsi procèdent ces livres, en explorant les soubassements vermoulus, les parkings souterrains crasseux et les vestiaires empuantis du cliquant superficiel de nos sociétés capitalistes, mais aussi les oasis libertaires et autres ZAD de lutte et de fêtes sauvages, il leur inocule un venin corrosif qui, tout en détrisant l'institué,
l'évident, l'établi, nous donne des pistes de sortie du cauchemar climatisé. Ce faisant, il réhabilite les pas pareils, les chelous, les freaks, les borderline, les lumpen, les hors-clous, toutes les victimes de la norme. Et ainsi, peut-être, la chose écrite nous aidera à vaincre l'épidémie, la multiplication toxique de dominantes qui pullulent au-dessus de nous et nous dictent avec violence, à leur bon vouloir, les modalités de cette norme. Comme dans l'un de ses plus beaux textes de l'auteur italien Ascano Celestini, qui voit une bande de présidents encravatés ne pas trouver le cadavre pourri à l'origine de l'infection qui ravage le petit pays qu'il dirige, avant que le croque-mort n'apporte la solution. La cause de l'épidémie, c'est vous, messieurs les présidents. Vous êtes morts, vous n'êtes pas rendus compte. Il enterra le président du Conseil, le président de la République et les présidents émérites, le président des conseils régionaux, généraux et municipaux, tout le conseil d'administration des présidents et les hiérarchies présidentielles de présidents de toute présidence, jusqu'au tout dernier président, dans le dernier recoin du petit pays. Alors seulement, la contagion fut stoppée. Je repense à la partie sur Queneau qui est particulièrement intéressante et en la lisant, moi je crois que j'avais que des souvenirs scolaires de Queneau. Et en fait, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi des livres qu'on lit pas au bon âge ? Tu vois, qu'on lit pas au bon moment et où je sais pas, où on n'a pas les outils pour les comprendre dans leur entièreté, quoi. Ben, je pense, ouais, après, c'est là où, pour moi, le système, après, j'ai eu un gros débat hier en terrasse avec des professeurs qui n'étaient pas forcément très ouverts d'esprit. Mais pour moi, il y a un côté où, effectivement, l'enseignement, les programmes scolaires tels qu'ils sont faits, dans l'étude des livres, sont fautifs dans la mesure où on va se focaliser sur des choses qui sont... Enfin, après, je me doute bien que le but système éducatif tel qu'il est fait actuellement, c'est pas d'entraîner, c'est pas de créer des gens, la subversion et l'insurrection. Enfin, c'est ce qui est bien triste à mes yeux, mais bon, voilà, enfin, c'est comme ça, quoi. Ouais. C'est des auteurs qui sont massivement lus, mais qui, pour moi, mais qui sont pas forcément... Bonjour. Il y a un très très beau chien qui vient d'arriver. Il est beau, hein. Oui, mais il est très con. Ah ouais, on peut pas tout faire, quoi. On peut pas tout avoir, ouais. Enfin, Tu parlais de ton dégoût personnel vis-à-vis de la littérature, mais aussi de ton dégoût politique. Et je trouve que ça fait un fil avec la manière que tu as d'écrire ce texte qui est extrêmement incarné. C'est-à-dire que, comme tu le disais en intro, tu donnes rapidement des éléments personnels, mais en fait, tout au long du livre, tu te mets en scène en train de l'écrire. Tu fais des blagues, enfin, tu vois, il y a des moments très drôles où tu dis c'était important pour toi que ce soit incarné comme ça, que tu vois que tout n'est pas à la troisième personne. C'est ça, ouais, bah après, moi, mon style d'écriture, c'est notamment, j'ai un blog Mediapart, et puis je fais partie d'un journal qui s'appelle Mouais, qui est superbe, franchement, abonnez-vous. Ouais, j'en ai entendu vite fait parler, elle est pas mal. Bravo. Premier placement, il y en aura d'autres. Et le style qu'on assume à Mouais, c'est d'avoir un style qui est volontairement, on assume de subjectivité. Ouais. Et moi, dans mon style d'écriture, j'aime bien mélanger mon intime, l'intime et politique, c'est quelque chose qui est su depuis quelques temps, et ça vient notamment du mouvement féministe qui nous a appris beaucoup là-dessus, je pense, sur la façon de politiser l'intime. Une partie de la matrice de ce livre, c'est mes travaux de recherche de quand j'étais étudiant, donc il y a pas mal d'années maintenant. J'avais une grosse matrice de livres que j'avais lus, que j'avais étudiés et analysés. Je me suis dit, l'idée, encore une fois, pour moi, ce que je critiquais dans ce livre, c'était le côté universitaire chiant. Ce que je dis dès le début, c'est que pour moi, la littérature peut ne pas être consensuelle, verbeuse et chiante. Mais voilà, encore une fois, moi, j'ai voulu appliquer ma passion du cinéma, une passion où tu rentres vraiment dans le film et tu t'attaches aux personnages, aux acteurs qui vont avec, aux acteurs, aux actrices, aux réalisateurs et les réalisatrices, tu rentres dans la narration, c'est cette alchimie que j'ai avec les films que j'aime. Je me suis rappelé que j'ai eu ça avec des romans, et j'ai voulu rappeler que c'est possible de rentrer en alchimie avec un roman, et pas seulement des romans de pur divertissement. C'est aussi possible avec des romans qui sont réputés exigeants. C'est aussi possible de rentrer avec cette alchimie, avec cette volonté de ressortir, de ressentir ce côté intime, et de ressortir avec cette sentiment de se sentir grandi, et avec surtout, ça parle beaucoup d'imaginaire, parce que l'idée profonde, c'est ça, c'est qu'en fait, la littérature, c'est pas juste un truc qu'on va lire et plus ou moins se faire chier, parce que malheureusement, l'enseignement tel qu'il est fait tend à considérer que... moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est de voir à quel point la plupart des gens ont une vision ennuyeuse de la littérature. C'est autant, voilà, je me l'explique pas, si je me l'explique, c'est une théorie, mais à un moment je le mentionne rapidement dans l'introduction, mais je pense que
le système dominant a tout intérêt à miner cette capacité de la littérature à créer des imaginaires de lutte incroyables, parce que la littérature a cette capacité incroyable de pouvoir créer des imaginaires de lutte très simplement. Il suffit il faut un ordinateur portable, Word, écrire ça, imprimer. Autant là où le cinéma, je l'aime beaucoup, mais ça demande des machineries techniques parfois ultra exigeantes, voilà, enfin, il y a tout un côté qui est lié au capitalisme aussi, c'est tout ça à faire. Le cinéma, c'est des grosses ingénieries, quoi. Un roman, c'est très simple. Enfin, c'est n'importe qui peut décider de prendre un stylo bic. Et du coup, je dirais un passage, je pense, du passage final qui décrit ce que c'est, comment faire de la littérature Molotov. Faire de la littérature Molotov, faire une littérature, créer des imaginaires de lutte, créer des mondes dystopiques absolument incroyables, sans passer par des défis techniques un petit peu polluants et extrêmement coûteux en tous les cas. La littérature permet ça, et je pense que du coup, le système dominant a assez rapidement compris que c'était un peu problématique de laisser perdurer ça, et du coup, ils ont... Après, voilà, c'est pas une théorie du complot, hein, c'est juste faut dire, du coup, ils ont décidé, de façon assez consciente, de faire en sorte que, bon, ce qu'on va vendre de façon assez massive, ça va être de la littérature, ce que j'appelle de la littérature inoffensive. Loin du bourgeois gaze. Le bourgeois gaze, c'est le regard bourgeois, une expression reprenant la notion féministe de male gaze, le regard masculin, qui caractérise malheureusement une bonne partie des productions culturelles actuelles, notamment dans notre pays. Le cinéma social hexagonal ayant par exemple lourde tendance à représenter les dominés comme étant des prolos obèses et moustachus qui font la gueule dans une France grisâtre. Il s'agit de réellement donner à lire, à voir, à entendre les classes opprimées, celles et ceux dont la couleur, dont le mauvais genre, dont les pratiques de vie quotidienne font tache dans la carte postale avec filtre Instagram que tentent de nous vendre les gens qui nous exploitent. Parce que pour nous libérer, pour réellement construire à petits ou grands frais de nouveaux imaginaires de l'émancipation, il va nous falloir cesser de nous regarder nous-mêmes avec les yeux, de nous dire nous-mêmes avec la langue des bourgeois responsables de la mise en coupe réglée de nos existences et de la destruction de nos écosystèmes. La littérature Molotov se veut donc plus proche des en bas, par les prolos, pour les prolos. Tel le premier et récent livre de Diati Diallo, 2 secondes d'air qui brûle, que je vous recommande très chaudement. En littérature, j'ai quand même l'impression que le travail de tri a été fait, et quand on regarde, il y a Bolloré, son OPA sur le monde éditorial montre que pour eux c'est un territoire de lutte aussi. Et pour moi, conquérir cet espace et le réapproprier pour diffuser massivement des écrits subversifs qui nous donnent à voir un monde autre, c'est important. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de défendre la littérature, et de défendre une autre sorte de littérature qui ne soit pas celle qui nous est tristement imposée à chaque rentrée littéraire, oui, blombi, blablou, mais... Tu veux bien nous lire un petit extrait ? Quand j'ai lu la conclusion, je me suis dit, bon, bah, en fait, t'es peut-être moins désespéré que moi. Les mots peuvent faire quelque chose, quoi. Moi, parfois, je suis un peu désespérée. J'ai l'impression que ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas en avoir. Toi, tu y crois encore ? Disons que je me suis forcé à le penser en écrivant ça, mais... Mais de temps en temps, t'y crois pas, t'es comme moi. Mais souvent, j'y crois pas, ouais, non. Ouais. Même la plupart du temps, malheureusement, j'y crois pas. Mais de temps en temps, face à un bouquin, en l'occurrence, puisque j'en parle d'ici, ou un objet artistique quel qu'il soit, une photo, une danse, etc. Des fois, face à certains objets artistiques ou face à certaines personnes aussi, je reprends espoir, mais en vrai, j'y crois très peu. Par contre, ce dont je crois, c'est que, et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette conclusion qui se veut optimiste quand même. Oui, elle est très optimiste. C'est que ça peut pour le coup, oui, la littérature peut, l'art en général, et l'humain dans toute sa diversité, dans toute sa capacité créative, peut se sauver. Je pense des fois, je tente de m'auto-persuader et de persuader mes proches aussi, de persuader mon chat, de persuader tout ce qui m'entoure que oui, cette capacité humaine à créer des choses, à créer des imaginaires des imaginaires d'émancipation, des imaginaires peut changer la donne et notamment, c'est dans cet enfer capitaliste dans lequel on vit, on a vraiment besoin et c'est la seule chose pour moi qui nous sauvera, cette possibilité de voir penser des ailleurs et penser des ailleurs fonctionnels, qui passeront par la littérature, qui passeront par les écrits politiques aussi, des écrits qui sont littéraires et politiques, en montrant que l'image qu'on s'en fait est totalement faussée et c'est
l'œuvre de Graeber en général est très, très inspirante parce qu'elle permet de penser et de voir que effectivement, le capitalisme n'est pas un institué fatal. Il n'y a pas une fatalité capitaliste. On a vécu autrement pendant très longtemps, même pour la majeure partie de l'humanité, on a vécu hors de ce cadre absolument abject de vie qui nous est proposé. Et encore aujourd'hui, des gens vivent hors de ce cadre et seront probablement extrêmement apaisés le jour où le système s'effondrera. Eux, ils pourront juste revenir à un mode de vie un peu plus normal et en tout cas sans cette oppression capitaliste. Par contre, pour penser cette sortie du capitalisme, il faut aussi avoir des centaines, des milliers d'exemples de ce qu'on peut faire. Et ce que fait le capitalisme, c'est le point de départ de ce bouquin. En fait, il nous rabote l'imaginaire, il nous sabote nos imaginaires et il nous empêche de penser que c'est possible de vivre ailleurs. Il nous limite au supermarché, au parking dégueulasse. L'une des caractéristiques les plus irritantes du capitalisme, c'est qu'il nous offre des vies de merde, tout en nous persuadant qu'il est le seul système au monde à pouvoir rendre possible l'existence aussi formidable. Mais de bureaux sordides en parking puant, de buildings hideux en supermarché glauque, où déambule la silhouette fantomatique de Michel Houellebecq traînant son cabas Franprix derrière lui, sur fond de pollution atmosphérique donnant à nos plus belles matinées des couleurs de pâté et naf périmées, le moins qu'on puisse dire est que le compte n'y est pas tout à fait. Donc voilà, et en fait, on est pris en otage dans cet imaginaire de merde. Et oui, là, je pense que la littérature, mais comme toutes les autres formes de création littéraire, artistique, peuvent nous aider à imaginer que c'est possible de vivre autrement. Et il y a que comme ça, en vrai, qu'on y arrivera, parce que si on reste limité à ça, si on peut pas se limiter à ça, juste c'est pas possible. Moi, j'ai pas envie de mourir à je sais pas quel âge, 70, 80 ou moins, mais j'ai pas envie de mourir en étant toujours enchaîné dans cet imaginaire de merde. Donc oui, j'ai besoin de lire des livres, j'ai besoin de parler avec des potes, j'ai besoin de voir des films qui me permettent d'imaginer que putain, on pourra vivre autrement, quoi. Parce que sinon, c'est pas possible. Donc oui, j'ai cet espoir qu'on puisse créer ça et que la littérature, entre autres, le peut. Fuir les cocktails, refuser les mondanités, ne pas venir poser ses fesses sur les plateaux télé pour sourire face à la caméra, ne pas faire bonne figure en tartre BHL, rester auprès des siens. Ne pas hésiter à effacer sa signature et demeurer, comme l'a formulé H.L. Chavet, un peau rouge qui jamais ne marchera en file indienne. Bolaño, c'est un auteur que j'ai rencontré une première fois par hasard à l'époque où je lisais beaucoup, je récupère un petit peu tout. Et j'avais acheté le recueil en poche des putains meurtrières, qui est super, et que j'ai paumé dans un bar, et qu'ensuite, après, j'avais une espèce de vision un peu vraiment un moment mystique de lecture de ce truc, genre putain c'est fou ce truc, j'avais jamais lu un truc comme ça, j'avais vraiment été très marqué. J'ai paumé le bouquin, ensuite je suis pas un peu passé à autre chose, et à un moment du coup je tombe sur 2666, donc son roman phare, un gigantesque pavé de 1300 pages qui au début peut être intimidant, et là genre, et en final à l'époque j'étais en cité vue, et je l'ai fumé en 3 jours, quoi. J'étais genre vraiment, c'est un côté vraiment où j'étais subjugué par ce que je disais, tellement c'était... Parce que vraiment, ce que fait Bolaño, c'est que sa thématique, c'est celle du mal. Vraiment, il réfléchit à quel point la réflexion de Bolaño, c'est de se réfléchir avec les outils de la littérature et les outils de la pop en général, parce que c'était un grand. Il écoutait beaucoup de musique, il regardait beaucoup de cinéma, il regardait beaucoup de séries télé. Il était très curieux sur tout ce qui était l'ensemble de la pop culture au sens très très large, quoi. Et en fait, sa réflexion, c'était en mode genre, qu'est-ce qui a merdé dans l'histoire occidentale? Et toute sa littérature, tous ses romans, toutes ces nouvelles sont une réflexion sur bordel de merde, qu'est-ce qui a merdé pour qu'on soit arrivé là? Et donc dans 1966, il brasse tout ça. Il fait un gigantesque shaker où dedans t'as les nazis, t'as le féminicide de Ciudad Juárez, qui est, si vous connaissez pas, c'est une ville à la frontière mexicaine où les femmes se font tuer de façon absolument horrible et répétée. C'est en 10 ans 300 femmes à minimum, à chaque fois avec des rituels opératoires qui a priori ne sont pas la même personne. C'est pas un gigantesque serial killer, c'est plein de mecs qui tuent, qui violent, qui dépècent, qui éventrent, qui décapitent des femmes dans une même ville. Et en fait, à partir de cet horrible fait, à partir de l'histoire de l'Occident, à partir du nazisme, à partir de l'histoire de toute l'histoire occidentale, il brasse tout ça et il essaie d'identifier ce qui a merdé. Et ce qui a merdé, du coup, pour lui, c'est... il n'y a pas un point précis, mais en tous les cas, il met des mots qui sont pas des mots que je pourrais dire maintenant, parce qu'en fait, il faut lire le livre et il faut appréhender ça avec le cœur. Il faut appréhender ça, en tous les cas, avec son âme et avec sa chair, en lisant le livre. Là, il donne une idée de ce qui a merdé.
Et une idée de comment s'en sortir, c'est avec des choses qui sont très simples, c'est l'amour, la révolution. Et en vrai, à la fin, ce qui ressort de moi, c'est pour ça que j'ai adoré ce roman, c'est qu'à la fin, au bout de ces 1300 pages, où ça brasse vraiment des choses qui sont absolument atroces, le roman est très dur à lire, mais à la fin, ce qui ressort, c'est l'amour, la révolution. Stop, arrêtez. On va pas continuer nos affaires, c'est l'amour, la révolution, c'est tout ce qui nous sauvera, donc allez-y. Aimez-vous et faites la révolution. Et au final, à partir d'un truc horrible, ça permet de se dire, bon, au final, je sais pas si on pourra sauver quoi que ce soit, mais comme il le dit, rien de ce qui vit on ne pourra être sauvé, mais en tous les cas, ce qui nous rend beau, ce qui nous rend humain et ce qui nous rend pas nécessaire, mais en tous les cas, ce qui nous rend utile sur cette planète, c'est le fait de s'aimer, de faire la révolution. Et du coup, c'est assez simple. Le programme, ouais. En soi, le programme est assez simple en soi. Alors, si on passe à autre chose, j'ai ri aussi à l'introduction du chapitre 5. Il me faut ici, vous vous en doutez peut-être au vu de la fin du chapitre précédent, aborder un point crucial et vous faire une confession. Je ne suis pas vieux, j'ai toujours 29 ans depuis quelques années, certes. Et pour les flics, je suis racisée à la sauce romano, mais je suis moi-même un mâle cisgenre hétéro, soit le genre de personne préférée d'Eugénie Bastier, ce qui est rarement bon signe. Ce qui implique évidemment certains biais. Comme on dit, je fais partie du problème, mais il y a plus, il y a pire. Il y a à la suite de ce chapitre, cette confession de dire que ton imaginaire il est très masculin et que la plupart des auteurs dont tu parles sont des auteurs. Mais c'est pas la plupart, c'est là où non, dans ce chapitre, il y a pas d'autres. Bah non, dans ce chapitre non, mais en fait avant, j'ai eu un douloureux élan de conscience en en parlant avec Ludivine qui a fait la postface et qui m'a fait la joie de relire le manuscrit. On en parlait parce que j'avais relu même son manuscrit qu'elle avait publié avant. Et en parlant avec elle, je me suis rendu compte, putain, je cite, il y avait que des mecs dans mon bouquin. J'étais là genre, waouh, comment c'est que je fais ça, pourquoi tous les auteurs étaient des mecs. Et regarde, page 120, j'ai mis enfin. Oui, ouais. Avec un point d'exclamation. Et ouais, non, mais c'est horrible. Et du coup, ça a été un douloureux moment de mise en question parce que j'essaye d'être une personne déconstruite. Et après, beaucoup des auteurs qui s'étaient étudiés ces moments, c'est quand ce sont des auteurs que j'ai dans ma jeunesse où j'étais probablement beaucoup moins déconstruit, enfin pas probablement, certainement beaucoup moins déconstruit, voire pas, j'espère, voilà, mais ouais, ce moment a été assez horrible de me rendre compte que mon imaginaire, les auteurs que j'ai, les auteurs, la littérature que j'aimais était constituée quasiment intégralement de mecs. Et c'est terrible. Et c'est là où du coup j'ai repensé à Coffin, du coup, qui disait qu'elle a fait une grève des auteurs pour dire pas en mode c'est tous des connards, c'est en mode non, j'ai besoin de nourrir mon imaginaire de femme, quoi, parce que ça m'a toujours été privé de ça. J'écoute des musiciens qui sont des mecs, je lis des auteurs qui sont des mecs, je regarde du cinéma fait par des mecs avec des mecs, et du coup, ça m'a fait un gros choc au moral. C'est vrai. Donc, ouais, tu te dis, putain, mais bordel de merde, je vais faire un bouquin avec que des couilles, quoi. C'est horrible. J'en veux beaucoup au système patriarcal qui m'a fait, dans lequel je suis né, qui m'a contraint à avoir un imaginaire composé intégralement de mecs, quoi. J'en veux à ce système patriarcal. J'aurais adoré rencontrer beaucoup plus d'autrices. En plus, il y en a tout plein des autrices. Je me suis demandé si tu avais fait des lettres modernes à la fac. Oui, mais je fais lettres modernes à la fac. Ouais. Oui, j'ai un de mes professeurs qui est là, donc je peux confirmer. Ouais. Et en lettres modernes, on m'avait dit, en fait, une fois que tu as lu Rousseau, c'est plus la peine de lire, quoi. Nous, on en était là de ce qu'il y a après, et puis des nanas, n'en parlons pas, ce sera de toute façon complètement naze, quoi. Je me suis dit qu'en lisant ça, t'avais dû faire lettres modernes aussi. Ouais, mais après, en vrai, c'est totalement fou à quel point même l'éducation nationale n'arrive pas, pour le coup, ne fait pas trop l'effort au niveau des programmes de remettre le truc en mode genre, ok, là, ça se voit un petit peu que dans les programmes scolaires, c'est que des mecs, je suppose que maintenant, je sais pas, quelque temps que je suis plus prof, mais je suppose qu'il y a un braquet qui a été changé, mais oui, c'était un moment assez douloureux et du coup, j'ai consacré un chapitre à ça pour me flageller. Je sais ta passion pour les chats. Comment est-ce possible? Parce que le chat est vraiment la quintessence de l'animal capitaliste qui exploite Alors là, les humains. Comment est-ce
possible? Voilà, c'est ma question conne. Je te répondrai même pas, Kevin. Tu en parles un peu dans le livre des chats? Ouais, je parle de mon chat. Dès la première page, il est mentionné. Bon. Voilà. Personne n'est parfait. Être irrécupérable. Car c'est finalement la seule façon, face à un capitalisme capable de transformer n'importe quel rebelle enfiévré en pantin soumis, de s'assurer que notre parole demeure corrosive. Le refus de parvenir, et les coups de griffe sans pitié sur la main qui prétend nous nourrir. Comme un chat caractériel, un chat quoi, fuyant les caresses forcées de ses maîtres. Lucio Bukowski, éminent rappeur, continuant ainsi à travailler discrètement comme bibliothécaire. Didier Vampas, chanteur du groupe éponyme, décidant de rester électricien à la RATP, faisant les 3-8, il a pris sa retraite il y a peu. Et des auteurs comme Julien Gracq et Pierre Michon s'acharnant à demeurer bien loin des honneurs, le premier refusant même, pour la seule fois dans l'histoire du prix, le Goncourt. On ne peut récupérer qui, tel le ninja, maîtrise l'art de l'invisibilité. Comme l'ont écrit les surréalistes dans un de leurs manifestes, nous faisons à la société cet avertissement solennel. Qu'elle fasse attention à ses écarts, à chacun des faux pas de son esprit, nous ne la raterons pas. Il faut être irréconciliable avec un monde qui nie tout ce qui est au cœur de la littérature Molotov. Magie du quotidien, sieste sous un vieux chêne, mélancolique café à l'aube, deux lèvres à la rencontre de deux autres lèvres qui leur font face, tendresse consentie sous des draps chauds, danse nocturne autour d'un feu de joie. Il y a un autre chapitre, il y a le chapitre sur roman guérilla qui est assez long, et il y a l'autre chapitre, un autre chapitre, enfin moi que je l'ai lu un peu avec ce socle-là, sur la postmodernité. Ouais. C'est 2 chapitres assez longs du livre. C'était compliqué de faire pas chiant parce que postmodernité c'est un concept qui peut être relou. Mais déjà, c'était pas chiant et c'était très clair. Est-ce que tu veux bien en dire 2 mots de manière aussi claire et pas chiante L'idée sur la postmodernité en fait, c'est moi ce qui m'a poussé à vouloir en parler, c'est que en fait, c'est une notion qui c'est beaucoup étudiée dans les pays anglo-saxons. En France, pas du tout. Pas du tout, ouais. Ou alors c'est très mal étudié parce que les gens vont dire postmodernité, c'est l'ère de il y a plus de vérité, etc. Enfin, du coup, souvent une vision un peu réac ou simpliste du truc. Alors que pour moi, la postmodernité, c'est très important d'en parler parce que ça nous dit dans quelle époque on vit. Enfin, et notamment dans quel capitalisme on vit. Et les auteurs de la postmodernité, notamment Fredric Jameson, qui est the penseur de la postmodernité, pour moi, c'est là où il est très intéressant à lire, c'est parce qu'en fait, il nous dit, enfin d'ailleurs le chapitre s'appelle comme ça, dans quelle époque vit-on, enfin il nous montre dans quelle époque on vit. Et en fait, pour moi, c'est très important de savoir dans quel capitalisme on vit pour savoir vraiment lutter contre lui. Et avoir une mauvaise lecture de où on en est, notamment en termes d'aliénation, par quelle société on se fait aliéner, c'est fondamental pour savoir comment se libérer de cette aliénation, quoi. Et c'est pour ça que du coup j'ai voulu consacrer quand même cette partie un peu longue sur un sujet qui est un peu chiant, parce que le postmodernisme effectivement c'est pas une notion très sexy, mais pour moi c'était important de montrer que c'est nécessaire, et si on veut développer des outils de lutte intellectuelle, pratique, à la fois théorique et pratique, je réfléchis à un projet d'essai qui m'intéresserait sur une histoire de la violence d'émancipation justement dans la pop culture, sur la façon dont dans le cinéma, la littérature, etc., la violence bien brutale d'émancipation est perçue dans le voilà. Donc avec plein d'exemples, voilà. Donc, j'aimerais bosser là-dessus. Donc voilà, sur les imaginaires de l'émeute, du meurtre, des insurrections de masse, des barricades, dans la pop culture, comment c'est représenté et comment ça peut représenter aussi une façon de pousser les gens à aller casser quelques vitrines, quoi. Pour suivre de manière moins assise. Voilà. Et si vous voulez acheter le livre, vous êtes tous bienvenus à un super after où on va faire du molotov. Tout le monde est invité sauf les gens qui pensent que les chats sont de droite. Ah.